Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis plus que ravie de recevoir à nouveau ma chère jumelle pour parler de son nouveau livre Rien à sucrer qui nous montre une autre approche pour se sevrer du sucre, plus humaine, plus réaliste, plus individualisée et surtout plus efficace. 6 semaines pour tout changer. Hey! Dans cet épisode bien complet, Lulu nous explique pourquoi le sucre est un problème de santé publique, l'impact qu'il a sur notre santé, où est-ce qu'on le trouve et vous verrez, il est partout. On fait le point sur les grandes familles de glucides, elle nous parle des bonnes alternatives, mais également des sucres plus corrects et on va dire les pires. Comment se passe le sevrage, puis la réintroduction, comment faire des choix plus intelligents, notamment avec notre famille, quelle organisation avoir pour que ces choix perdurent dans le temps, mais aussi comment bien éduquer nos petits. J'espère que vous apprécierez cet épisode comme je l'ai apprécié, on est plutôt sérieuse d'ailleurs pour une fois, je suis fière de nous, même s'il y a eu quand même un petit fou rire à la fin. Eh ben oui, on change pas une équipe qui gagne. Encore une fois, cet épisode est là pour vous éduquer, mais pas pour vous donner mauvaise conscience. C'est super d'avoir une bonne hygiène de vie, mais il faut aussi apprendre à se faire plaisir sans culpabiliser parce que souvenez-vous, le stress qui suit n'est pas bon pour vous non plus. Alors relax. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Bonjour chère Lucille Champy. Bonjour mademoiselle Champy. Alors tu fais partie des fidèles d'Horizon Podcast et je suis très contente de te retrouver ma chère jumelle. Pas cache ta joie, hein. Mon père ma chère moitié. On va commencer à parler de ton prochain livre, Rien à sucrer, le sujet du sucre donc, qui prend trop de place dans la vie de beaucoup de personnes. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu parler de ce sujet ? Je pense que j'ai voulu parler de ce sujet parce que ça fait 3 ans, voire 4 ans bientôt que je fais du coaching. J'ai guidé, on va dire, plus d'une centaine de personnes et c'est un problème effectivement qui concerne les 3 quarts des gens. Je m'étais dit que ce serait intéressant d'étudier un petit peu le sujet et d'en faire une méthode. Et voilà, c'est parti vraiment Une constatation en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et alors en quoi le sucre est un problème de santé publique aujourd'hui ? Alors, c'est un problème de santé publique parce que, à la fois pour la quantité et la qualité. Parce qu'au niveau de la quantité, si tu reprends un peu l'histoire de l'alimentation, pendant plus de 99% de l'évolution humaine, on n'avait que des fruits. Le sucre, en fait, maintenant, il est partout, mais ça date de 150 ans. J'ai expliqué un petit peu c'est peut-être mon côté un peu littéraire, mais l'histoire de l'alimentation, justement, enfin, l'histoire du sucre, j'en parle dans mon livre. Et en fait, au Moyen-Âge, par exemple, c'était pas le sucre, puisque forcément il n'y en avait pas, c'était le côté acide qui était à la mode. Le sucre, c'est vraiment quelque chose qui date du 19e siècle, mais encore vraiment tout début du 19e siècle, parce que si tu reprends en fait la chronologie, on avait tendance au 19e siècle à consommer à peu près 3 kilos de sucre par an par Français, alors que maintenant on est à 35. Donc on a fait plus que fois 12. Donc pratiquement 12. Je suis pas mathématicienne, mais globalement c'est ça. Le sucre, en fait, quand je dis qu'il est partout, c'est qu'on a 80% des produits que l'on achète, y compris les produits salés, qui en contiennent. Et on a plus de 60 noms qui vont désigner le sucre. Quand vous achetez quelque chose et que vous voyez dextrine, galactose, panela, sirop, tout ça, c'est du sucre. Mais on ne le sait pas forcément. Après, il y a aussi le problème de la qualité, puisque maintenant, le sucre qu'on retrouve, c'est surtout une forme craquée. Alors, le cracking, plus exactement, c'est quand on fractionne et on recombine un aliment. Par exemple, le blé, on va prendre le blé et on va en faire, à partir du blé, on va faire 13 éléments avec le blé. On va faire du glucose, on va faire des amidons comme le dextrose, comme la maltodextrine, etc. On va faire des sirops. Et tu vois, quand tu achètes ton pain de blé complet, c'est écrit que c'est complet, c'est riche en fibres, mais ces fibres, elles viennent pas du blé complet, elles ont été rajoutées au produit. Donc en fait, on part du blé, on le divise en plein de petites catégories, et après, on reprend des petites catégories par-ci, par-là, pour en faire du pain de mie complet, parce que ça coûte moins cher. Donc c'est quand même un truc super réductionniste, et ça, je pense que tu l'as bien compris, puisque tu avais interviewé Anthony Fardet. Exactement. Voilà, exactement. Puis après, il y a aussi le problème de l'intensité, puisqu'on a toujours plus de sucre. On utilise des sucrants qui ont un pouvoir sucrant beaucoup plus important que le saccharose. Donc, du coup, nos papilles, elles sont saturées. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais, c'est clair.
Et donc, le sucre, c'est un problème de santé publique parce que tu vas apporter des calories vides. Donc, c'est de l'énergie sans les minéraux, sans les vitamines, sans les oligo-éléments. Ça va te faire stocker, forcément. Ça va te faire vieillir, puisqu'en fait, il va se passer une sorte de caramélisation dans ton corps. Donc, en fait, le sucre, il va se fixer au collagène. Ça va créer un phénomène de glycation. Et du coup, c'est comme ça que ta peau, elle finit par être beaucoup moins élastique, beaucoup moins ferme et que tu as des rides et des ridules. Ça va aussi créer des problèmes d'acné puisque tu vas stimuler la biodisponibilité des androgènes. Ça va être pro-inflammatoire, donc du coup, ça va entretenir ce petit feu qui va t'apporter au fur et à mesure des problèmes de santé, de l'eczéma, du psoriasis. En parlant d'ailleurs du psoriasis, c'est vraiment quelque chose qui va être accentué par le sucre puisque c'est un problème inflammatoire. Ça va aussi perturber toute ta santé intestinale puisque ça va vraiment déséquilibrer ton microbiote, ça va te constiper. Ça va aussi allumer tes yeux, allumer ton foie, et puis ça va favoriser ce qu'on appelle le diabète de type 3, c'est-à-dire le diabète qui vient à cause du sucre. Ouais. Et le diabète de type 3, c'est quoi? C'est Alzheimer. Alors bien sûr, là, c'est des choses que j'évoque, mais qui vont arriver à terme. Donc, bien, c'est pas en mangeant une fois du sucre qu'on va tout d'un coup être aveugle. Oui, ne vous inquiétez pas tout de suite. J'essaie quand même de toujours un peu poser ce que je dis parce qu'on entend tout. Et puis après, moi, je vois beaucoup aussi sur les réseaux. Mais alors, du coup, on mange quoi? Les gens sont complètement perdus. Et je le vois aussi dans mon coaching. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'en fait, elles sont complètement perdues par rapport au flux d'informations qu'elles entendent. Donc, c'est important d'essayer d'être objectif dans ce qu'on dit et de bien rappeler un petit peu tous les éléments de réponse. Ouais, c'est clair. Ouais, exactement. Exactement. Faisons un petit rappel, avant de parler du sucre plus précisément. Il y a 2 grandes familles de glucides, hein, c'est ça? Oui, on peut dire ça globalement. Alors, on pourrait aussi rajouter qu'il y a les fibres. Les fibres, finalement, c'est des glucides qui sont non digérés. Mais dans les glucides, tu vas avoir d'un côté les glucides simples et de l'autre côté les glucides complexes. Donc, les glucides simples, ça va être. En fait, il faut imaginer les glucides comme des perles. Moi, j'aime bien toujours avoir une image, comment dire, un élément de comparaison qui soit assez simple à comprendre. Et donc, si tu prends en fait les glucides simples, c'est tout simplement un collier avec une ou deux perles. Donc, si c'est une perle, ça veut dire que ça va être du glucose, du fructose, du galactose. Et si c'est deux perles, ça va être du glucose plus du glucose, ça va faire du maltose. Ça va être du fructose plus du glucose qui va faire du saccharose, ou ça va être du galactose plus du glucose qui va faire du lactose. Voilà, donc ça, c'est les glucides simples. Ces glucides simples, elles ont un goût sucré, donc on les reconnaît facilement. Et en fait, il y a peu d'étapes qui sont nécessaires pour leur digestion. Donc du coup, elles vont vite faire grimper ta glycémie. Et ta glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et de l'autre côté, tu as les glucides complexes. Donc, comme leur nom l'indique, il y a beaucoup plus d'étapes qui sont nécessaires pour leur digestion. C'est comme si tu avais un collier de perles et le corps, de toute façon, quoi qu'il arrive, il peut assimiler qu'une perle par une. Donc, il est obligé de couper. Donc, ça va lui demander plus de travail. Donc, du coup, ça va moins provoquer une montée de ta glycémie, donc une hyperglycémie. Et ça, c'est ce que tu vas retrouver globalement dans l'amidon que tu vas avoir dans les légumineuses, dans les céréales complètes, etc. Ok. C'est ça aussi qui est important à différencier. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance à expliquer à la fois avec les personnes que je coach et puis aussi dans mes livres. Parce qu'à partir du moment où ça fait tilt dans ta tête, c'est là où le changement opère. Si tu n'expliques pas aux gens pourquoi il faut arrêter le sucre, ils ne peuvent pas faire les changements sur le long terme. Donc, du coup, j'explique beaucoup la différence entre les différents sucres parce qu'il y a des sucres qui sont finalement plus intéressants que d'autres. Donc voilà, tout est à mesurer. Bah justement, c'est ma prochaine question. Comment on définit un sucre correct, on va dire, d'un mauvais sucre? Ah, c'est une question intéressante. Alors, Je sais, je sais. Ma chère Léna, en fait, non, mais finalement, j'ai envie de dire qu'à petite dose, il n'y a pas de sucre qui est mauvais. Vous avez le droit de vous faire plaisir de temps en temps. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'est cher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des interdits, ça va pas bien se passer pour vous. Vous allez faire une fixette dessus. Et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais disons qu'effectivement, on va dire que les sucres qui sont intéressants, c'est les sucres qui vont apporter quelque chose à ton organisme. Donc, c'est effectivement ces glucides complexes dont je parlais. Parce que ces glucides complexes, elles ont des fibres. Elles ne sont pas dénuées de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux. Alors que le sucre, on va cataloguer comme mauvais, même si le monde n'est encore une fois pas aussi manichéen, c'est un sucre qui va plutôt avoir tendance à t'amener vers les problèmes que je t'ai évoqués juste avant. Est-ce que tu peux nous citer on va dire des exemples de mauvais sucres et de sucres corrects, même si évidemment on va rentrer dans le détail au fur et à mesure de notre conversation? Toi, tu parles de type de sucrant ou tu parles vraiment de type de glucides? Ah,
Tu m'en poses une colle. Non, parce que voilà, effectivement, si tu parles en termes de sucrant, je vais te dire que forcément, un sucre de coco, un sirop Diacone, ça sera plus intéressant qu'un sucre de canne raffiné. Je pourrais même aller plus loin en disant que finalement, bah, moi, j'aurais tendance à préférer un sucre de betterave à un sucre de canne parce que un sucre de betterave n'est pas raffiné, contrairement au sucre de canne qui est forcément raffiné s'il est blanc. Bon, tu vois, on peut aller loin dans cette histoire, mais globalement, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs sucrants qui sont intéressants. Encore une fois, ça dépend aussi de vos problématiques à vous. Voilà, le sirop Diagone dont je te parlais, si bah, vous avez des problèmes digestifs et vous avez du mal à bien digérer les aliments, bah, peut-être que le sirop Diagone, qui est très riche en oligosaccharides, en oligofructosaccharides, pardon, bah, ne sera pas pour vous parce que ça va vous faire fermenter, alors que peut-être que le sucre de coco sera mieux pour vous. Enfin, voilà, tout dépend en fait de la personne, de son historique, de ses papilles gustatives et de ses problèmes digestifs. On va sûrement rentrer dans les détails au fur et à mesure des questions, de toute façon. Oui, carrément. C'est quoi les aliments pièges? Tu sais, ceux dont on pense qu'ils ne contiennent pas trop de sucre. Et j'imagine qu'il y en a plein. Oui, parce que en fait, si tu veux, le sucre, forcément, dans l'industrie agroalimentaire, il est ultra intéressant parce qu'il va corriger l'acidité. C'est un super conservateur. Donc, tu vas le trouver partout. Et donc, tu vas le trouver notamment dans alors, tout ce qui est protéines animales. Donc, par exemple, quand tu vas acheter ton jambon, tes merguez, ton surimi, et puis bien sûr tous les produits transformés comme le cordon bleu, etc. Tu vas le trouver aussi dans les protéines végétales. Hein. C'est pas parce que tu manges pas de viande que tu vas pas être sujette aussi au sucre caché, parce que tu vas l'avoir dans les steaks de soja, dans les fausses viandes de sétan, hein, les fausses saucisses, etc. Tu vas aussi l'avoir dans les légumes. Hein. Il suffit que tu prennes une soupe du supermarché, une salade de carottes, des poêlés congelés, tout ça c'est pareil, hein, ça a toujours du sucre. Parce que c'est un conservateur, c'est ça? Ou ça donne C'est du un goût? conservateur, c'est un exhausteur de goût, un Ouais, super voilà. exhausteur de goût. Et puis surtout, ça corrige l'acidité. D'ailleurs, c'est pour ça que tu l'as souvent dans les sauces tomates. Ça, c'est un basique, on le sait déjà. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que dans la recette traditionnelle de tomates en Italie, ils vont te mettre de la carotte, parce que la carotte va apporter du sucre qui va jauger pardon, l'acidité et qui va permettre de corriger un petit peu l'excès d'acide. Et puis tu vas l'avoir bien sûr dans les vinaigrettes toutes faites, surtout les 0%. De toute façon, tous les produits 0% de matière grasse, généralement, il faut bien qu'ils aient du goût, donc on va leur mettre plein d'exhausteurs de goût, dont du sucre. Hein. Ce qui me rappelle notre adolescence à bouffer des Sveltes 0% toute la journée. Vive les années 2000, on avait tout compris en nutrition. Non mais j'imagine même pas la populace qui avait le ventre ballonné par tout ça. Enfin bref, continuons. Figure-toi que ça existe toujours, les produits 0%, et que je connais encore beaucoup de personnes qui les utilisent. Hein, mais le problème, c'est le manque d'information, le manque d'éducation nutritionnelle. Mais de toute façon, l'éducation, c'est partout. Tu te parlais de ça tout à l'heure. Moi, je suis complètement d'accord. Il faut éduquer les personnes. Il faut se rendre responsable de notre propre santé. Parce que c'est comme ça qu'on va faire des bonnes décisions et qu'on saura pourquoi on les fait. Et qu'on sera plus motivé d'ailleurs. Non, je suis d'accord, mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément l'accès à l'information comme il le voudrait. D'ailleurs, ce que je te disais tout à l'heure, quand moi j'ai mes gens qui viennent me voir, bah, justement, c'est la première chose à laquelle ils pensent et qu'ils sont complètement perdus parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, c'est là aussi où tu te dis que ça devrait déjà commencer dès l'école. Ça, c'est un autre débat. Enfin, quand tu vois ce qu'il y a dans les cantines, c'est aussi un autre débat. Mais du coup, on est pas très bien barré. Ouais, maintenant, on n'est plus justement à notre époque. Hein. Maintenant, quand j'entends parler des cantines qui sont généralement qui proposent des produits bio, des menus un peu végé, un peu plus de légumes locaux, etc., on a vraiment du progrès par rapport à ce que nous, on a pu connaître. Ce qui me rappelle à l'internat, moi, quand le soir, moi, je pouvais pas bouffer tellement c'était vraiment dégoûtant. Puis j'aimais pas vraiment les produits animaux. Enfin, c'était pas trop mon truc. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Bah, j'attendais le yaourt et je mettais plein de pain dedans, en fait. Ça, c'était typique. Je crois que c'est le truc de l'internat que tout le monde fait quand tu sais pas quoi bouffer. Tu mets plein de pain dans ton yaourt. Enfin voilà. Donc comme on peut voir, il y en a partout des aliments pièges. Ils sont partout et c'est pas parce que c'est vegan ou végé, etc. ou bio que c'est mieux. Il faut toujours regarder, en tout cas apprendre à lire l'étiquette ou appeler coach Lucille pour en savoir plus. Donc on trouve du sirop d'agave partout, hein, du fructose en poudre dans les hypermarchés. Pourtant, il semblerait que même si leur indice glycémique est bas, ce ne soit pas bon pour notre santé. Alors explique-nous pourquoi. Alors le fructose, effectivement, c'est complètement différent d'autres sucres comme le glucose parce qu'il ne va pas faire élever la glycémie. En fait, tu parlais du sirop d'agave. Le sirop d'agave, c'est à peu près, on va dire, 80-90% de fructose. Donc c'est vrai que du coup, forcément, tu vois sirop d'agave IG bas, tout le monde est un peu dans la tendance IG bas. là. Donc on se dit, bon, bah super, je vais prendre un sirop d'agave, ça va être bon pour la santé. Sauf qu'en fait, tu te retrouves à sucrer un peu tout avec le sirop d'agave du matin au soir. Et il faut savoir que ton foie, il ne peut pas supporter plus de 25 grammes de fructose
d'un coup. En fait, si tu as plus de 30 grammes, il va tout de suite transformer ça en graisse. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre ce fructose, il va en faire ce qu'on appelle du pyruvate. Et ce pyruvate, il va être utilisé pour faire des acides gras. Sauf que, en fait, 25 grammes, c'est une pomme et une banane, hein. Ah, Donc ouais, ça c'est va ça que j'allais te demander. D'accord, ok. et si tu prends, là, je prends vraiment un exemple voilà, qui est heureusement, à mon avis, peu suivi par les gens qui t'écoutent, en tout cas, bah, tu prends 1 litre de coca, c'est plus de 60 grammes de fructose. Donc là, tu es 2 fois plus dans la dose comment dire, qui est maximale pour ton corps. Et puis, il faut savoir que le fructose, il est peu satiétogène, il est peu rassasiant. Donc, du coup, tu vas augmenter tes niveaux de leptine. Donc, la leptine, c'est l'hormone de la faim. Donc, forcément, tu vas en vouloir de plus en plus. Et l'autre problème du fructose, c'est que le fructose, il a un pouvoir sucrant qui est plus élevé que le saccharose. C'est-à-dire que le saccharose, c'est un peu la valeur de base, ça va être le 1. Et si tu fais un schéma, on va dire, bah, le fructose, lui, c'est plutôt 1,3 en pouvoir de sucrant. Donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus sucrant que le fructose, que le saccharose. Et c'est aussi pour ça que tu vas le voir dans la plupart des aliments transformés, hein, à la fois les boissons, mais aussi les gâteaux, le pain de mie, etc. Tu as du fructose partout parce qu'en plus, c'est pas cher. Donc tu te retrouves maintenant à avoir beaucoup de jeunes de 10 ans qui ont une stéatose hépatique non alcoolique. Pourquoi? Parce que justement, ils consomment beaucoup de produits transformés qui sont riches en fructose et qui font qu'à la fin, le foie, comme il sature, il va transformer tout ça en gras. Alors, voilà, ça c'est surtout aux États-Unis, mais on est quand même concerné en France. Et c'est vrai que c'est dommage parce que faut pas remplacer un mal par un autre, on va dire. Ouais. Et donc le fructose en poudre dans les hypermarchés, pareil, c'est pas recommandé. Bah, moi, je le recommande pas. Après, voilà, faut aussi voir à qui on parle. Pour un diabétique, le problème, il est tout autre, puisque lui, son but, c'est justement de gérer sa glycémie, son insuline. Mais effectivement, pour moi, c'est pas quelque chose c'est pas une solution, puisque en fait, tu te déshabitues pas au goût sucré. Au contraire, tu te retrouves à avoir des papilles qui sont encore plus saturées de sucre. Donc, tu Merci. entretiens ton addiction au sucre. Ouais, exactement, ça entretient ton addiction au sucre. Mais tu vois, je vois pas mal de petits restos, tu sais, Elsie ou je ne sais quoi, en tout cas, qui font des gâteaux maison, nanana, et ils surfent sur la vague, et encore maintenant, hein, du sirop d'agave. Mais si tu dis que sirop d'agave, tu vois, par exemple, la dose qui est max, c'est par exemple, on va dire, la taille d'une pomme ou d'une banane, dans un gâteau, j'imagine une petite part, c'est saturé très très vite, on est d'accord. Bah, non, non, parce que généralement, dans un gâteau, tu es plutôt autour de 80-100 grammes de sirop d'agave. Donc, le gâteau, il est gros quand même, avant que tu te fasses la moitié du gâteau. Et encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. C'est pas parce que de temps en temps, tu te fais plaisir en mangeant plus de sucre que d'habitude que ça va être un problème, hein. C'est vraiment une histoire de modération et voilà, de régularité. Donc, De modération, de régularité et puis de forme physique. Si tu te sens bien dans ta vie en ce moment, ça se passe bien, tu digères bien, que tu n'as pas trop de problèmes, pas trop de stress, tu vas être plus à même de bien digérer ton sucre que tu auras consommé dans ton petit gâteau au sirop d'agave, par exemple. quoi qu'il arrive, en fait, le problème, il reste le même parce que le sucre, que tu sois déprimé ou pas, il va avoir, d'un point de vue biochimique, il va avoir la même façon d'être assimilé, la même réaction dans ton corps. Mais par contre, là où il faut faire attention, globalement, c'est quand tu vas être stressé parce que du coup, tu vas déjà avoir une glycémie qui est un peu plus élevée que le reste. Là où il faut faire attention, c'est aussi au fait que tu as beaucoup de sucre caché. Donc, tout dépend aussi de ton alimentation de base. En fait, si toi, en fait, tu manges quelque chose de simple, globalement, tu as tendance à manger voilà, des légumes, des céréales complètes, à être dans la modération et de temps en temps, tu te fais plaisir avec un gâteau avec du sirop d'agave, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'interdit. En tout cas, dans ma vision des choses, hein, parce que je n'ai pas la science infuse, mais dans mon cerveau, il n'y a pas d'interdit. Tout est une histoire d'équilibre. Et le corps, on le sait très bien, fonctionne en équilibre. Et la flexibilité, ça amène aussi la santé. Ce C'est que j'ai compris exactement un peu tard. vraiment à mes clients, et c'est ça aussi qui, à mon avis, est un point qui me différencie de certaines personnes dans la diététique, c'est que pour moi, il n'y a pas d'interdit. À partir du moment où tu mets d'interdit, ça ne peut pas aller parce que du coup, tu fais une fixette sur tes interdits, tu penses qu'à ça et tu vas finir par craquer. Ouais. Alors que si tu t'autorises de temps en temps cette petite part de gâteau qui te fait tant envie, puis qu'après tu reviens dans tes habitudes saines, le corps il t'en tiendra par rigueur. C'est pas en mangeant une salade que tu vas mincir, comme c'est pas en mangeant un gros paquet de gâteaux que tu vas grossir en une fois, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. C'est plus compliqué que ça. Oh, that's called life, ma chère New. Peut-on appeler le sucre une drogue? Parce qu'on a comparé le sucre avec d'autres drogues comme de la cocaïne. Pourquoi et comment il agit? Alors c'est intéressant parce qu'en fait, le débat n'est pas clos.
Tu as beaucoup de versions par-ci par-là. Alors, tout est parti effectivement des travaux de Serge Ahmed dont je parle dans le livre, un chercheur à Bordeaux, qui effectivement a montré que lorsque tu donnais le choix à des souris entre la cocaïne et le sucre, ben, la plupart du temps, enfin, en gros, je crois que c'est 90% se tournaient vers le sucre. Euh, et c'est vrai que chez l'être humain, on a un peu cette vision des choses, hein, même les personnes, moi je sais qu'elles voilà, viennent souvent me voir en disant je suis accro au sucre, comme si voilà, c'était la première des choses. Il me faut ma dose, il me faut ma dose. J'avais un problème avec le sucre. Et ça, ce problème, il est d'autant plus important quand on a des problèmes de surpoids, quand on est obèse, parce que du coup, on manque de dopamine, on aura l'occasion d'en reparler après, ou chez les personnes qui sont dépressives, parce qu'elles manquent de sérotonine. Donc voilà, c'est quelque chose qui est lié aussi. Et par contre, voilà, il y a d'autres recherches, notamment des recherches des chercheurs britanniques qui montraient que c'était plus compliqué que ça parce que le sucre, en fait, contrairement à la cocaïne, il a une utilité pour le corps. C'est-à-dire que le corps peut l'utiliser pour faire de l'énergie, ce qui n'est pas le cas de la cocaïne. Mais c'est vrai. Et il ne faut pas oublier, pareil, quand tu t'intéresses à l'histoire de l'alimentation, que bah, c'est aussi grâce un peu au sucre qu'on est encore là parce que le premier sucre auquel on goûte dans notre vie, bah, c'est le lactose de la maman, en fait, c'est dans le lait maternel. Et en fait, l'organisme, il a forcément une appétence pour le sucre parce que il a aussi une adversion pour l'amer. En fait, l'amer, à la fois on va dire dans le code génétique ou chez l'Homo habilis, donc le premier homme, en fait, l'amer rappelle le poison, alors que le sucre rappelle quelque chose qui il va te permettre on va dire de dire ah bah tiens c'est bon hein, notamment quand nos ancêtres avaient des fruits qui se disaient ah, tiens c'est bon du coup bah, je vais pouvoir reproduire ce schéma et ça va me permettre de survivre. Donc, tu vois, c'est plus compliqué que ça, en fait. Mais pour autant, le problème, c'est que, comme on l'a vu, bah, le sucre, il y en a partout. Et en fait, euh, quand on mange du sucre, on va activer notre circuit de la récompense. Comme on en mange un peu à foison, même sans nous en rendre compte, ça va saturer nos récepteurs du goût sucré. Et du coup, en fait, on en a besoin de plus en plus. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Donc, du coup, on en veut plus, on en veut à des doses plus importantes. Et c'est un véritable cercle vicieux. Et c'est là où est le problème, en fait. Donc, de ce que j'avais vu dans les recherches, c'est qu'ils comparaient plutôt ça à une addiction qui ressemble à celle de la nicotine. Mais encore une fois, on est tous différents. Moi c'est vrai que je compare un petit peu à une personne qui fume et qui veut arrêter. En fait, bah, tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui vont réussir à se dire, bon, bah, moi, j'arrête en journée, mais par contre, en soirée, j'ai la clope sociale, comme on dit. Et les personnes qui se disent, bon, bah, moi, non, je suis obligée d'arrêter complètement parce que sinon, je sais que je vais reprendre. Donc, voilà, c'est aussi différent selon la personne à laquelle on s'adresse. Mais tu vois, ça me rappelle John Paul Cremy, tu sais que j'avais interviewé là, le coco que j'aimais beaucoup là sur le breathwork. C'est un épisode que je vous recommande. L'homme aux multiples vies. Je me rappelle quand il pleure et tout, j'étais trop triste. Ah ouais, non, mais je crois que c'est un de mes épisodes préférés. Il est vraiment authentique et je pense que c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, toutes les difficultés qui l'ont amené à un chemin. Enfin bref, je fais une aparté. Mais en fait, j'avais aimé parce que ça me rappelle ce que tu dis, c'est que lui, par exemple, quand il buvait de l'alcool, son verre il était vide en quelques minutes alors que sa femme tu vois elle pouvait passer 2 heures à genre juste prendre une petite gorgée et c'est vrai que c'est là où on voit d'autres types de personnes. Moi je sais que je bois direct mais ça peut être du thé ou du champagne ou peu importe, mais effectivement puis j'ai d'autres personnes que je vois souvent, il y en a beaucoup qui prennent une petite gorgée toutes les je sais pas demi-heure, moi il est fini ou resservi. Je suis pas comme ça moi, je pense que ça effectivement on voit bien la différence de personnalité et c'est ok comme vous êtes anyway. Et juste un petit truc, parce que j'ai pas trop bien compris, tu parlais que la mer rappelait le poison, c'est ça que tu disais? Ouais, la mer, en fait, si tu veux, bah, justement, à l'époque de l'Homo habilis, la mer, en fait, bah, les choses qui étaient amères, les racines ou les choses voilà, qu'on goûtait, Ah, la mer, l'amertume. l'amertume, oui, Ah, le ok. goût amer. Ok, d'accord, j'avais pas compris. Bah voilà, ok. Donc, ça, on a appris qu'effectivement, bah, fallait qu'il recrache, parce que s'il recrachait pas, potentiellement, il pouvait mourir. Donc, du coup, on a appris de nos erreurs. Ok, intéressant. Interesting. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme quand on consomme trop ou trop souvent du sucre? Bah, la première des choses, ça va être l'hyperglycémie. Puisqu'en fait, à partir du moment où tu manges du sucre, alors si tu veux, en fait, la glycémie, elle est censée être toujours globalement stable. Encore une fois, on arrive dans cette idée d'homéostasie, donc entre 0,7 et 0,8 grammes par litre de sang. Et le problème, c'est que toi, quand tu consommes du sucre, tu vas faire grimper ce taux de sucre dans le sang et tu vas avoir beaucoup plus que La le taux de normale. sucre que tu devrais. Voilà. Et ça, c'est un stress majeur pour le corps parce que si tu avais pas ce mécanisme exceptionnel du corps qui régulait automatiquement ce problème, ton sang deviendrait du sirop et tu mourrais, en fait, globalement. C'est ça.
excuse-moi, tu couperas. Ah, Hein. ah. Et donc, du coup, on a cette hormone nourricière, cette hormone du stockage, on l'appelle un peu comme on veut, l'insuline, qui va venir en fait prendre ce sucre dans le sang et qui va l'amener à la cellule et qui va toquer à la porte de la cellule et qui va dire coucou ma chérie, ça y est, c'est l'heure de manger. Et du coup, la cellule, elle va prendre le sucre et puis elle va faire tout son procédé pour créer de l'ATP, donc de l'énergie. Et donc voilà, ça c'est un mécanisme normal. Mais le problème, c'est quand tu as trop de sucre, et ben là, l'insuline, faut bien qu'elle le mette quelque part. Donc, généralement, qu'est-ce qui va se passer? On va le mettre dans nos réserves de glycogène, donc, enfin, dans notre glycogène. Donc, le glycogène, c'est les réserves de sucre. Donc, ça va être surtout au niveau des muscles et le foie. Mais si ces dernières sont aussi pleines, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le sucre, il va le transformer en triglycérides, il va le mettre dans les cellules graisseuses et c'est comme ça qu'on stocke. Donc, c'est aussi une idée qu'on a tendance à oublier parce que depuis les années 50, on nous dit que les acides gras et surtout les acides gras saturés sont ce qui nous permet de grossir. Du coup, on a laissé de côté les produits sucrés, on les a laissés tranquilles. Et finalement, il n'y a jamais eu autant d'obésité et de problèmes de diabète de type 2 et d'autres problèmes métaboliques que depuis ces dernières décennies. Donc voilà. Et puis l'autre souci aussi, c'est que qui dit hyperglycémie dit forcément ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire qu'en réaction à ce surplus de sang, l'insuline va tellement bien travailler qu'on va avoir pas assez de sucre dans le sang. Et c'est comme ça qu'on va rentrer dans le cercle vicieux de fatigue qui en fait amène à une recherche d'énergie rapide et donc à du sucre. Ouais. Oui, c'est pour ça que souvent quand on a un coup de pompe, c'est pas parce qu'on est en hypoglycémie, c'est ça? Quand on a un coup de pompe, généralement, c'est parce qu'on est en hypoglycémie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on a un coup de pompe, c'est parce qu'on est en hypoglycémie, mais ça peut être lié justement au fait qu'on avait trop de sucre avant, c'est ça? L'hypoglycémie, elle vient pas de nulle part, effectivement. Globalement, elle peut venir d'une hyperglycémie. Enfin, à chaque fois que tu as une hyperglycémie, tu as forcément en réaction une hypoglycémie. Voilà, ouais, ok. Et on en a parlé un petit peu vite fait, mais il semble qu'il y ait plusieurs profils d'individus addicts au sucre. Tu les as regroupés en 4 catégories, c'est ça? Oui, alors, je les ai regroupés, c'est pas moi, c'est les travaux du docteur Teitelbaum, qui est un médecin fonctionnel américain. Là, on rentre un peu dans la psychonutrition et dans la bionutrition. Il y a 4 profils principaux, effectivement, qui se différencient. C'est le profil de la personne qui est hypoglycémique. Donc, c'est une personne qui n'a pas toujours une alimentation équilibrée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui se nourrit de junk à longueur de journée. C'est peut-être juste qu'elle fait les mauvais choix alimentaires au mauvais moment. Ou alors qu'elle a un côté super épicurien qui va faire qu'elle va profiter des petits plaisirs de la vie, comme par exemple le petit chocolat à 10 heures avec le collègue qui en propose, ou alors voilà, une personne qui prend le petit chocolat avec le café. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Et ça va créer en fait on va rentrer dans ce cercle vicieux dont on parlait, la fameuse hypoglycémie, qui va faire que tu vas rechercher, comme tu as un coup de fatigue, de l'énergie rapide avec le sucre. Après, tu as la personne qui est stressée. Alors, l'excès de stress, on sait ce que ça donne, ça épuise nos glandes surrénales, donc les petits chapeaux qui sont sur nos reins, ça va nous fatiguer et forcément, on rentre encore dans ce schéma où on recherche de l'énergie via le sucre. Et puis, l'autre problème, en plus, quand on est stressé, c'est qu'on a trop de sucre dans le sang. Donc, du coup, parce qu'à chaque fois qu'on a une libération de cortisol, on a une libération de sucre dans le sang, donc on est en hyperglycémie, donc on va stocker dans les tissus graisseux. Du coup, ça nous déprime parce qu'on a pris du poids. Du coup, on a une sérotonine qui est en berne, et comme on n'a plus assez de sérotonine, on cherche de la sérotonine en barre et donc du sucre. Voilà. Après, tu as le troisième profil qui est le profil hormonal. Alors, le profil hormonal, c'est évidemment, c'est surtout lié à nous, les ladies. Voilà. Ça, généralement, c'est parce que avant notre cycle, on a des changements hormonaux qui font que ça va impacter nos neurotransmetteurs, donc des petits messagers qui transmettent des messages de neurone en neurone, dont la sérotonine. Et du coup, on se sent moins bien, on a le moral en berne, et du coup, on a envie de chocolat et de sucre. Et puis, tu as aussi le profil digestif. Donc, le profil digestif, ça vient souvent parce que tu as eu une dysbiose intestinale qui vient parce que tu as mangé des choses qui n'étaient pas forcément super équilibrées, parce que tu as été très stressé, parce que tu as pris trop d'antibiotiques, tu bois trop d'eau du robinet, d'eau chlorée, et parce que tu manges trop de sucre. Et du coup, tout ça, ça va favoriser la prolifération bactérienne. Et du coup, ça va déséquilibrer ton microbiote. Et puis, tu vois, par exemple, quand tu as une candidose, généralement, tu as cet excès de levure de champignons qui te donne envie de sucre puisqu'il se nourrit de sucre. Ouais. Donc, voilà. Intéressant, ça donne envie de creuser dans ton bouquin en tout cas.
Alors puisque ça agit comme une drogue, quand on a l'habitude de manger des chocs à pic ou de la confiture viennoiserie le matin, qu'à 11 h on a une petite faim et qu'on décide de s'acheter des petits BN à la cafette, ou alors qu'on choisit une petite tarte aux poires à midi, tu sais, avec les collègues, et qu'à 4 h on s'ennuie, alors du coup on va goûter, on choisit, je sais pas, par exemple de la mangue séchée, histoire d'être un peu plus sain. Et puis le soir on mange sa petite soupe, mais on finit par une danette de chocolat. Comment on passe de ce rythme-là à un nouveau? Est-ce qu'il faut absolument passer par un sevrage? Alors, je ne sais pas s'il faut absolument passer par un sevrage. Par contre, moi, dans ma vision des choses, oui. J'en reviens à ce que je disais avec l'exemple de la personne qui fume. Euh, la plupart du temps, pour 90% des gens, si tu veux arriver à arrêter de fumer, il faudra arrêter. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que les papilles gustatives, elles mettent à peu près 8 à 10 jours à se régénérer. Donc, en fait, ça signifie que si pendant une semaine, tu arrêtes tout ce qui est sucré, tu vas pouvoir déjà commencer à bien déshabituer tes papilles. Donc, c'est pas anodin. Donc, voilà. Moi, en tout cas, dans ma méthode, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est quand même rapide hein, que du coup il faille 8 à 10 jours pour que les papilles gustatives elles se régénèrent. Ouais, ouais, alors après, ça veut pas dire qu'au bout de 8 jours, tu peux reprendre le sucré, parce qu'après, les habitudes, elles reviennent vite, hein. Il faut globalement 3 semaines pour que tes habitudes, elles soient supprimées et que tu en prennes de nouvelles. Donc, il y a aussi le côté psychologique qui est important, hein. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un programme qui est en 3 étapes. Donc, tu as cette fameuse étape où tu fais le grand ménage pendant 8 jours. Après, tu as 2 semaines ensuite dans l'étape 2 où tu vas réintégrer, mais vraiment pas n'importe comment. Et puis, la troisième étape où tu vas essayer de revenir petit à petit à ta vie d'avant, mais en faisant des bons choix. Hmm. Donc, voilà, faut pas oublier le côté psychologique et puis culturel et social qui va avec, et du Ouais, coup, complique un peu tout. tout en étant progressif avec ton programme quoi. Ouais, voilà, c'est ça. La suite la semaine prochaine.